Bonjour, chronique littérature aujourd'hui, science-fiction, avec Les coureurs d'étoiles de Paul Anderson. Donc c'est le troisième tome de la Hanse Galactique. C'est traduit de l'anglais États-Unis par Jean-Daniel Breck, qui livre également un avant-propos. Le volume se conclut, comme les précédents, par une chronologie de la civilisation technique par Sandra Missel. La couverture est de Nicolas Fructus. Ça a été publié aux éditions du Bélial en 2018. Mais les textes rassemblés ici datent respectivement de 1956, 1963 à 1966, 1978 et 2008 pour un volume qui fait dans les 340 pages. Les coureurs d'étoiles est le troisième tome sur 5 prévus du cycle de la Hanse Galactique de Paul Anderson et le dernier paru à ce jour. Il succède au Prince Marchand et au Comptoir du Cosmos que j'ai chroniqué aussi bien sur le blog que sur la chaîne YouTube. Au Comptoir du Cosmos m'avait beaucoup plu, comme un bel exemple d'une SF divertissante et riche de bonnes idées en tout genre. Mais autant le dire de suite, les coureurs d'étoiles m'ont hélas bien moins convaincu. Je vais tâcher de dire pourquoi. Donc, ce recueil comprend 3 nouvelles et une novella. Nicolas Van Rijn, aka le Prince Marchand, joue un rôle central dans le premier de ces textes courts, Territoire, et même a priori par la bande, dans le dernier, La Clé des Maîtres. Les 2 épisodes centraux, la novella Les Tordeurs de Troubles, ce titre me fait tout bizarre, et Le Jour du Grand Feu, peuvent faire rapidement allusion à Van Rijn en passant, mais sont avant tout centrés sur un même équipage au service du Prince Marchand ou de sa compagnie solaire des épices et liqueurs. Équipage composé de 2 personnages déjà croisés auparavant, l'humain aristocrate voué à s'embourgeoiser très vite David Falkane, et le sophonte Wodenite aux allures de dragon Hadzel, auquel il faut ajouter la Saintiane inconnue jusqu'alors, sauf erreur, Chilan, petite féline au sale caractère, et pourquoi pas l'IA de leur vaisseau, la débrouille. Au-delà, ces 4 textes ne manquent pas de points communs. Déjà, ce sont en gros à chaque fois à peu près des histoires de premier contact, ou peu s'en faut. En fait, dans le cas du Jour du Grand Feu, c'est pour le moins contestable, mais inutile de trop rentrer dans les détails ici. Ensuite, ils adoptent tous une structure narrative relativement proche dans laquelle la méconnaissance des employés de la Ligue PEC Technique quant à l'écologie et aux us et coutumes de leurs nouveaux clients, en même temps que la méfiance instinctive de ces derniers, produisent des quiproquos présentant le risque d'être bientôt fatal. Il faudra beaucoup d'astuces aux marchands galactiques pour s'en tirer, et d'ici là ils subiront maintes trahisons, un motif qui intervient d'une manière ou d'une autre dans ces 4 récits, et au moins l'un d'entre eux se fera enlever par telle ou telle faction pour le principe. Car en définitive, c'est bien le jeu des factions antagonistes qui aggrave illico les problèmes rencontrés dès le premier contact avec les autochtones, qui sont par ailleurs généralement primitifs, avec beaucoup de guillemets. Les Mercéiens dans le Jour du Grand Feu sont relativement moins primitifs, toujours avec des guillemets, et sont semble-t-il destinés à devenir les rivaux et même les ennemis mortels de la Ligue, en tout cas des humains, dans la suite du cycle. Cela dit, dans tous les cas, ou presque, la 4e nouvelle se distingue un peu, ce canevas général est avant tout propice à des récits nerveux, des aventures bourrées de rebondissements, mais avec plus ou moins de réussite en ce qui me concerne. Je relève aussi que dans 2 de ces 4 textes, l'intervention de la Ligue Polésotechnique est prétendument motivée par le besoin urgent de sauver les autochtones d'une catastrophe imminente, un écosystème à bout de souffle dans le territoire, une supernova prête à submerger Merseya de radiation mortelle dans le Jour du Grand Feu. Même si la compagnie solaire des épices et liqueurs, en l'espèce, n'est pas à une hypocrisie près, encore que le terme n'est pas forcément très bien choisi. Dans Le Jour du Grand Feu, David Falkane ne dissimule à vrai dire pas du tout qu'il s'est rendu sur Merseya, essentiellement pour faire du pognon. C'est une idée qui m'intéressait particulièrement et que l'on pourrait sans doute méditer concernant notre bonne vieille terre et la charité des grandes puissances. Elle a plus ou moins porté ses fruits, mais figure globalement dans les atouts des coureurs d'étoiles. Pour en finir avec les points communs, il me faut enfin relever que dans les 2 textes où Nicolas Van Rijn joue un rôle de premier plan, il triomphe de l'adversité en gros de la même manière. Et c'est un de mes principaux soucis dans ce recueil, cette manière, j'y reviendrai très vite. Au-delà des points communs, il faut sans doute mentionner qu'un texte exceptionnellement rompt à plus d'un titre le schéma général. La Clé des Maîtres est un récit à la première personne, ou plus exactement un enchâssement de récits à la première personne, dans un moule qualifié par Jean-Daniel Breck, le traducteur et l'ardent militant de la cause andersonienne, de club story pouvant évoquer notamment Rudyard Kipling. Et cette approche formelle distingue bel et bien ce dernier texte des 3 précédents, c'est peu dire. Cet aperçu général achevé, voyons maintenant ce qu'il en est au juste de ces 4 textes, dans l'ordre où ils se succèdent. Notez au passage qu'il y a également une brève introduction et un bref interlude qui n'appellent pas vraiment de développement à mes yeux. Ce qui dans l'idéal devrait permettre d'expliquer en quoi les coureurs d'étoiles m'a déçu, tout particulièrement en comparaison avec Au Comptoir du Cosmos.
Dans Territoire, Nicolas Van Ryn est égal à lui-même, un vieux satyre qui se veut truculent mais se montre surtout pénible et d'une arrogance sans pareille. Il vient tout récemment d'arriver sur une planète inconnue de la Ligue peu auparavant et dont s'occupait essentiellement jusqu'alors une sorte de mission plus ou moins utopique à milieu des intérêts strictement matériels de Van Ryn et consorts. Las d'emblée, pour une raison inconnue, les autochtones jusqu'à présent pacifiques et dont l'existence à court terme est menacée en raison d'un écosystème qui connaît des ratés, ces autochtones donc s'en prennent subitement aux sophantes qui les visitent, au point où Van Ryn et une hippie se retrouvent isolés sur la planète hostile, au libre marchand de faire la démonstration de ses talents pour en sortir vivant et coller la demoiselle dans son plumard parce qu'il n'y a pas de petit plaisir. La nouvelle, à l'instar de ce qui se faisait dans le comptoir du cosmos, prend soin de développer un écosystème complexe à base d'ammoniac, hostile aux humains, qui devrait dans l'absolu constituer un de ces exemples de bonnes idées de SF qui faisaient la saveur de textes antérieurs du cycle. Cependant, et même avec le côté catastrophe que j'ai évoqué plus haut, j'ai eu le sentiment que cet aspect plus ou moins hard science passait relativement vite au second plan. La nouvelle est rapidement toute à la gloire de Van Ryn, et pour le coup c'est problématique à mes yeux, car la manière dont le rusé libre marchand triomphe de la menace qui pèse sur lui et sur la femelle de service, tout ceci n'est absolument pas MeToo, ce qui n'a rien de surprenant, mais à ce stade n'en est pas moins navrant et lourdingue. Ce procédé donc ne me convainc absolument pas. Il y avait déjà de ça dans deux précédentes apparitions de Van Ryn dans le cycle, et il y aura encore de ça plus loin dans ce volume avec la clé des maîtres. Disons, le mot est un peu fort sans doute, mais philosophiquement, avec des guillemets, me concernant, ça ne passe pas. Ou épistémologiquement, toujours avec des guillemets, quitte à donner dans le pédant, autant ne pas faire les choses à la moitié. Car Paul Anderson à chaque fois nous montre un Van Ryn comprenant parfaitement ce qui se passe, sans rien savoir des peuples auxquels il a affaire. Dans Territoire, il vient tout juste d'arriver sur la planète. Dans la clé des maîtres, il n'y a jamais mis les pieds et se contente de pontifier à distance. Pire encore, le marchand se vante d'une certaine manière de son ignorance. À cet égard, il me rappelle quelqu'un, à vrai dire, aussi massif, exubérant et vulgaire, mais Van Ryn n'est pas un imbécile, lui, certes. En même temps qu'il table paradoxalement sur sa connaissance de bien d'autres clients, pour dénicher sans le moindre souci la solution à ses ennuis. C'est une chose à laquelle je ne croirais pas sur Terre, avec des personnages tous humains, dans une perspective anthropologique à proprement parler. Dans un cadre de space opéra avec des sophantes qui n'ont jamais auparavant rencontré d'humains et qui ont une biologie différente, c'est en demander bien trop à mes capacités en matière de suspension volontaire d'incrédulité. Ici, Paul Anderson n'est ni Jack Vance ni Ursula K. Le Guin. Il n'y a sans doute pas à l'être, mais bon, oui, j'ai eu un problème de taille avec ça. Peut-être aurais-je pu m'en accommoder en tablant sur d'autres qualités de la nouvelle. Hélas, là où elle se veut divertissante, démarrant même sur les chapeaux de roue, je l'ai en fait trouvée plutôt ennuyeuse. Probablement pas autant que les tordeurs de troupes juste après, cela dit. Ce qui tient peut-être à des raisons très subjectives. Je suis sans doute dans un de ces mauvais moments qui ont déjà régulièrement déteint sur ce blog par le passé. Mes excuses dans ce cas. Je n'en livre pas moins mes sentiments comme ils sont, mais de toute évidence la part de subjectivité dans cet article est plus affirmée encore que d'habitude. Enfin, je suppose qu'il est bien temps de conclure que je suis totalement hermétique à l'humour de Paul Anderson, en tout cas à tout ce qui concerne le pénible Van Ryn. Hetzel s'en tirera mieux dans les deux textes qui suivent. Pas ses compagnons, même moins irritants que le libre marchand, si Chilan l'est presque autant. Il y a de la débrouille, ok. Bref, j'ai été déçu par la sous-exploitation relative du contexte SF. Je n'ai pas cru 2 secondes à la solution anthropologique avec 1000 guillemets de l'énigme, au point du rejet viscéral, on va dire. Le divertissement m'a ennuyé, l'humour consterné, mais pas au point de devenir drôle au carré. Pas terrible pour un début. Les tordeurs de troubles est une novella qui fait dans les 120 pages. Elle est donc 2 fois plus longue que tout autre texte dans ce recueil. Et je l'ai trouvé bien trop longue, oui. Ce texte a assurément contribué à baisser la note de ce 3e volume de la Hanse Galactique. Exit Van Ryn, la nouvelle met avant tout en scène l'équipage du débrouillard, composé donc de David Falkane en plus ou moins boss, du plus ou moins véritablement naïf Hetzel, et de la chippie féline Chilan. Un jour, sur une planète récemment contactée, Falkane a la surprise de voir une humaine pourchassée par des individus à l'air menaçant. En bon archétype que je suppose délibérément raillé pour le coup, 2 héros voués à sauver toute damsel in distress, le jeune aristocrate ne réfléchit pas trop et, disons, fonce dans le tas. Il découvre aussi, ainsi, l'existence d'une colonie humaine antérieure à l'arrivée de la Ligue polésotechnique sur cette planète, dont on lui avait sciemment caché l'existence jusqu'alors,
Et il découvre aussi qu'il a malencontreusement fait usage de la force contre des subordonnés de l'empereur avec qui il était supposé négocier. Oups. Et à partir de là, faction, trahison, enlèvement, etc. Mais pendant bien trop longtemps, et ça ne m'a pas le moins du monde excité. Pour quelque raison que ce soit, je n'y arrivais pas. C'en est au point où je n'ai pas retenu grand-chose de cette novella. Là encore, il y a de bonnes idées de SF, tenant notamment au fait que la planète explorée présente toujours la même face à son soleil, ou aux perceptions des couleurs des autochtones différentes de celles des terriens. Toutefois, comme dans Territoire, je suppose tout cela reste à l'arrière-plan, en tout cas un peu trop à mon goût. Je suppose que l'humour ici fonctionne un peu mieux que tout texte dans lequel Van Ryn fait son Van Ryn. Hetzel notamment à ses moments amusants. Chilan, pas vraiment. Falkane, oui, dans une certaine mesure, s'il s'agit bien de railler un archétype héroïque, mais Stefa, l'humaine badass dans ce monde où les humains sont essentiellement badass, une idée vaguement intéressante si son traitement ne m'a pas convaincu. Stefa donc est sciemment porté au draguerie lourdingue, même s'il s'agit bien d'exploiter les préjugés de Falkane. C'est drôle un temps, ça lasse assez vite. Ce qui vaut à mon sens pour l'ensemble de la nouvelle, hélas. Parcourant les critiques des camarades avant de me lancer dans celle-ci, j'ai pu constater que tout le monde, concernant le jour du grand feu, faisait à bon droit usage du même qualificatif redondant. Surtout immédiatement après les tordeurs de troubles. Même personnage, même type d'aventure, incluant même quiproquo, même trahison, et à peu de choses près mêmes enlèvements. C'est cette fois Chilan qui en fait les frais, sauf erreur. La relative brièveté de ce récit me l'a toutefois rendu plus supportable, largement même. J'ajouterais qu'il présente aussi une redondance par rapport à Territoire. Dans les deux récits, la Ligue polésotechnique intervient en arguant d'une catastrophe prête à frapper le monde visité. Toutefois, comme dit plus haut, je tends à croire que c'est cette fois à mettre au crédit de la nouvelle, y compris au plan bonnes idées de SF. De même, le fait que Falkane ne dissimule pas vraiment les véritables intérêts, économiques donc, de la Hanse Galactique en cette affaire. Si les Mercéens sont globalement à vue de nez non seulement les moins primitifs, avec des guillemets, mais aussi les moins non-humains des Sophonthes visités dans ce troisième volume de la Hanse Galactique, ils bénéficient pourtant d'une certaine singularité qui en fait des futurs antagonistes intéressants si l'on se réfère à la chronologie concluant le volume. Enfin, la solution aux difficultés de nos héros est assurément bizarre, mais elle me paraît intéressante, ce qui la rend en définitive plus convaincante que les préjugés confortables de Van Ryn dans la première et la dernière nouvelle des Coureurs d'étoiles. Ajoutons que le ton est plus sombre ou plus grave. Aussi, en dépit de son caractère indéniablement redondant, a fortiori en lisant les textes dans la foulée, Le jour du grand feu est peut-être la nouvelle qui m'a le plus parlé dans ce recueil. Elle est plus qu'honnête en tout cas, et si l'humour ne fonctionne toujours pas, l'aventure me paraît un peu mieux gérée que dans les tordeurs de troubles. Ok, ça me va. Mais c'est que la quatrième nouvelle est un peu problématique. En fait, elle avait tout pour se montrer bien meilleure que les trois autres, jusqu'à une fin qui m'a hélas posé les mêmes problèmes que dans Territoire et m'a incité à revoir la note à la baisse, à tort ou à raison. Cette club story se distingue au premier chef par sa forme. C'est une nouvelle à la première personne, mais le narrateur est somme toute en retrait, laissant la primauté du récit, lors d'une réception dégoulinante de luxe, à deux employés de la Ligue revenus sur Terre après un véritable fiasco sur une planète lointaine. Un oblio guindé et un officier forcément strict autant que servile, ou bien peut-être pas. Et un Van Ryn toujours aussi sûr de lui, qui aura le fin mot de l'histoire. Formellement, cela fonctionne très bien. On a l'impression que Paul Anderson y a consacré le plus grand soin et le contraste avec les trois récits plus directs, dans tous les sens du terme en fin de compte, qui précèdent, n'en est que plus marqué. Cette nouvelle avait donc tout pour être la meilleure du recueil. Hélas, ces dernières pages m'ont moins emballé, pour des raisons assez proches de celles que j'ai déjà exposées concernant Territoire. Van Ryn répond à l'énigme sans rien connaître des Sophonthes en cause, sans même avoir mis les pieds sur cette planète. Mais peut-être ai-je tort de faire ainsi un blocage. De fait, les récits complémentaires dans cette nouvelle semblent exprimer une problématique tenant aux préjugés de tout un chacun. Je crois que Van Ryn fait lui aussi preuve de préjugés, de même que dans Territoire. Mais peut-être le propos était-il justement d'en faire la démonstration, auquel cas j'aurais pris la nouvelle un peu trop au pied de la lettre. C'est pourtant tentant avec ce prince marchand affiché comme rusé et ayant littéralement réponse à tout. La nouvelle du coup ne laisse guère de place au doute telle que je la lis. Bon, peut-être à tort. Bon. Ce troisième volet de la Hanse Galactique est donc en ce qui me concerne une déception. Là où au comptoir du Cosmos, surtout, et dans une moindre mesure et avec un certain nombre de réserves, le prince marchand m'avait distrait et captivé avec le récit plein d'aventures et de rebondissements bien gérés,
leurs bonnes idées de SF et exceptionnellement leur humour, dès l'instant que Van Ryn était hors jeu, les coureurs d'étoiles m'a paru bien autrement fade et tendante à la formule. Les aventures, à force de répétition, lassent plus qu'autre chose. Les personnages ne suscitent pas la sympathie ou même l'attachement du lecteur, Hetzel excepté. L'humour ne fait mouche qu'exceptionnellement et peine bien plus systématiquement. Les bonnes idées de SF sont là mais trop en retrait, et la solution des énigmes est largement moins convaincante au plan philosophique ou épistémologique d'une certaine manière. Ça ne me dissuadera pas de lire la suite, semble-t-il centré tout d'abord autour du roman Le Monde de Satan, mais pris indépendamment, Les Coureurs d'étoiles m'a déçu, oui.